Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être l'entendre derrière moi, j'ai quitté le studio de Cause Commune pour vous emmener avec moi au salon Big Data IA Paris. Bon, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des acteurs de la data et de l'IA pour les écouter, pour voir avec eux quelles sont leurs actualités, quelles sont leurs visions, quelles sont les prochaines tendances. Voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles et la voix des communs qui va sur le terrain. Vous pouvez nous retrouver sur 93.1 FM à Paris, sur le DAB+, et puis en ligne, cause-commune.fm, et sur votre plateforme préférée de podcast. Vous appréciez nos émissions, merci de liker et de partager nos contenus. C'est notre seule récompense, et cela nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Aujourd'hui, on va à la rencontre des acteurs de la data et de l'IA. Certains diront qu'on va se balader à la foire à l'IA. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est aussi un lieu où l'écosystème de l'IA se croise et se raconte. Donc c'est un lieu intéressant pour faire le point, fin 2024, sur l'IA en France. Et puis on va croiser des gens comme ça, avec un micro-trottoir de salon. Je vais demander aux personnes croisées de nous parler d'IA, de partager leur point de vue. Et puis si l'une des personnes croisées vous intéresse particulièrement et que vous voulez qu'on aille un peu plus loin avec cette personne, dans le cadre d'une émission complète, dites-le moi en commentaire de l'émission tout simplement. Allez, partons à l'aventure dans les allées et dans les salles de conférence du salon. On va faire parler d'IA les différentes personnes qu'on va croiser. Bonjour, est-ce que je peux vous demander qui vous êtes ? Bonjour, je suis Julien Mardas, expert en cyberdéfense et en cybersécurité et spécialiste de l'intelligence artificielle depuis plus de 20 ans. Et qu'est-ce que vous venez faire du coup au salon Big Data IA Paris ? Alors aujourd'hui, j'ai donné une table ronde sur comment lutter contre les violations de la vie privée, l'attaque sur les données, la désinformation et l'impact de l'IA. Quels sont les moyens qu'ont les entreprises, les États et les citoyens de se protéger face aux nouvelles technologies émergentes qui, mal utilisées, peuvent devenir des menaces. Et c'était quoi du coup les points clés que vous vouliez partager dans cette table ronde ? Moi je vous ai entendu parler d'open source notamment. Alors, il y a plusieurs points clés. Évidemment, il y a la privacy, la vie privée sur la data. Le modèle, c'est la data. C'est une représentation de la data. Donc, protéger ces données est essentiel, y compris au moment de l'entraînement du modèle. Il est possible d'obfusquer certaines parties de la data et de les restituer après l'entraînement pour que le modèle puisse quand même réaliser les mêmes prédictions. La deuxième chose, c'est l'open source. C'est essentiel d'avoir accès au code. Parce que je reprends les propos de Richard Stallman, vie privée égale liberté. La démocratie et la liberté, c'est l'open source, c'est la vie privée, c'est le droit à la vie privée. Et l'open source, en fait, ça permet de savoir ce que fait le code avec nos données. Ça permet de dire aussi je ne suis pas d'accord parce que nos données sont exploitées par des scripts qui vont alimenter d'autres bases et on ne veut pas que ces données aillent là-bas. Ça permet aussi de le modifier pour pouvoir se dire c'est un comportement que je ne veux pas et je veux plutôt ce comportement-là. Et ça permet aussi d'interagir avec les développeurs et de l'installer où on veut. Donc l'open source, c'est vraiment la pierre angulaire aujourd'hui de la démocratie et de la vie privée et c'est essentiel que des modèles open source puissent continuer d'exister, que les États puissent continuer à subventionner l'open source et que l'open source continue à être un business profitable pour les développeurs pour permettre de protéger les citoyens et de protéger en fait les organisations contre des logiciels privés dont on ne sait rien. Merci beaucoup Julien. Merci à vous Jean-Philippe. Bonjour Gilles Bébinet. Bonjour. Vous avez une keynote aujourd'hui au salon et vous allez parler de Green IA. Ça existe, le Green IA ? Oui, alors on parle beaucoup d'IA for Green et de Green IA, effectivement, c'est-à-dire d'un côté l'empreinte du numérique, de l'intelligence artificielle sur le climat, et puis de l'autre, qu'est-ce que l'IA peut faire pour le climat. Et donc vous allez aborder, j'imagine, les différentes pistes que vous avez repérées sur ce sujet ? Je vais aborder les deux, c'est-à-dire je vais effectivement parler de l'extrême montée en charge de la consommation de l'IA qui est vraiment problématique et qui fait que le gouvernement fédéral américain envisage de légiférer là-dessus. Et puis je veux aussi parler des nombreuses pistes et qui à mon avis sont encore assez méconnues en matière de décarbonation, de restauration
des écosystèmes et de maintien de la biodiversité que l'on peut espérer au travers de l'IA. Vous avez fait des repérages particuliers qui vous semblent très pertinents sur ce sujet ? J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, dans lequel j'ai passé 2 ans à repérer ce qui se passait, surtout aux États-Unis, pas que d'ailleurs, pas mal en Israël, un peu en Chine. Et je pense que cette discipline IA Green va apparaître. Et vous pensez que l'écosystème français doit et peut s'en emparer ? Ouais, parce qu'en France, il y a une sensibilité forte à l'égard du carbone, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Les gens s'en foutent, d'une part, et d'autre part, on est un peu tous sur la... Oh, il faut que j'y aille. On est tous sur la ligne de départ. Merci. Bonjour, est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Je suis Florian Douetto, je suis le PDG et cofondateur de Dataiku. Alors qu'est-ce que c'est Dataiku ? C'est une plateforme, non ? Ou c'est beaucoup plus que ça ? C'est une plateforme, et déjà quand on dit plateforme ça paraît tellement gros, mais c'est pas... C'est une plateforme, mais en fait c'est un produit pour les entreprises qui permet de très facilement transformer ces données, fabriquer des modèles et qui permet de faire de l'IA générative, de l'analytique ou du prédictif. Et vous existez depuis ? 2013, donc ça fait 11 ans à l'heure de ce podcast. Donc, ce n'est pas un nouveau produit, ce n'est pas une nouvelle solution qui apparaît sur le marché. Non, c'est une solution qui fait de l'analytique et du prédictif depuis 10 ans et qui depuis 2 ans a rajouté des fonctions d'IA générative. Et justement, vous venez faire une keynote aujourd'hui au salon sur l'apport de l'IA générative pour les entreprises. C'était quoi les points clés que vous vouliez faire passer ce matin dans cette keynote ? Le premier point, c'était que on parle beaucoup de l'hype de l'IA pour les entreprises, mais que rationnellement, je pense que la plupart des entreprises, et des grandes entreprises en particulier, vont avoir un nombre significatif d'agents d'IA en production d'ici 5 ans. Et par significatif, je veux dire, il y a une centaine d'agents au moins dans chaque entreprise qui effectueront des tâches et qui permettront de changer le travail. Ça, c'était la première idée clé. Et après, la deuxième, c'est que si on réfléchit comme ça veut dire que les entreprises doivent prendre ce sujet sérieusement. C'est-à-dire que si ce n'est pas en contrôle, si chacun et chaque division fait son agent, entre guillemets, dans son coin, ça peut assez vite devenir un problème de gestion, de risque, d'efficacité pour les entreprises, d'avoir à gérer en fait tout ce nouveau parc informatique. Et donc il faut une stratégie de création de ces nouveaux agents et de la manière de les superviser ou en tout cas de les contrôler au niveau global de l'entreprise, c'est bien ça ? Quand on dit stratégie contrôlée, on a toujours peur de se transformer en législateur, en législateur hors sol. En fait, non, ce qu'on veut dire, c'est que très pragmatiquement, si les entreprises fabriquent 100 agents qui peuvent appeler à peu près toutes les API des entreprises et avoir en sous-jacent plusieurs modèles, parce que ça ne s'agit pas d'utiliser juste OpenAI, mais potentiellement OpenAI, Anthropic, Gemini, de l'open source, des grands modèles, des petits modèles, etc. etc. Il faut que les entreprises aient des catalogues d'agents, des catalogues d'outils, des fonctions centralisées qui permettent d'assurer la sécurité des agents et comprendre qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, avoir des fonctions centralisées pour comprendre quels sont les coûts associés au LLM, avoir une logique globale de la compréhension de la pertinence et des erreurs associées à ces applications IA. Et ça, c'est vrai pour les applications internes comme pour les applications externes. Et j'imagine que Dataiku intègre n'importe quel type de modèle souhaité par les clients et que derrière, du coup, vous êtes là pour orchestrer finalement l'usage de ces différents modèles dans le cadre des différents agents qui seraient déployés. Oui, tout à fait. Chez Dataiku, on ne fabrique pas de modèles. Et on ne fabrique pas de modèles, entre autres, parce qu'en fait, on a envie de pouvoir fournir tous les modèles à nos clients. Et parce que je pense que cette richesse, les modèles ils bougent tellement vite qu'en fait l'enjeu principal pour les clients c'est comment je fais pour partir et passer à la dernière version de chaque modèle le plus rapidement possible, de ne pas rester dans le passé. Et le passé, à notre époque, c'était il y a 3 semaines. Et donc du coup, on s'intègre en effet avec tous les modèles, à la fois tous les open source disponibles sur Hugging Face par exemple, mais aussi les Anthropic, les Cohere, les OpenAI, les Mistral évidemment. Et ainsi qu'avec toutes les choses dont on parle un peu moins fréquemment mais qui sont très importantes, c'est-à-dire toutes les bases de données vecteurs. Merci beaucoup pour tous ces partages. Merci. Merci à vous. Bonjour, qui êtes-vous ? Alors Thierry Tabois, je suis ici en tant que membre fondateur et membre du conseil d'administration d'un grand collectif qui s'appelle Impact AI,
qui est composé de plus de 70 membres sur la question de l'IA de confiance. Alors dans les membres, il y a à la fois des grandes entreprises, les plus grandes entreprises que vous connaissez du CAC 40, à la fois des universités. Et moi, j'y suis en tant que responsable d'un médiateur social, un syndicat entre autres, qui travaille beaucoup au niveau européen sur IA et impact sur le travail. C'est quel syndicat ? C'est la CFE-CGC. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez faire au salon du Big Data et de l'IA ? Il y avait une table, j'étais invité à une table ronde en fait, qui était sur la question du droit. Alors je ne suis pas du tout juriste, mais comme ça touchait à la question de la désinformation, là pour le coup je connais bien le sujet. Donc j'ai pu apporter des éléments autour des questions de désinformation, mésinformation, deepfake, avec des exemples concrets. Vous savez, cette année, il y a plus de 4 milliards de gens qui auront voté. Donc, et puis il y a les élections américaines qui arrivent. Donc la question du deepfake, de la désinformation est importante. On a eu un vote qui a changé à cause d'un deepfake en Slovaquie. On a la question de la cybersécurité. Et puis il y a des choses à faire. Je vous ai entendu partager un point clé autour de la formation. Oui, en fait, moi je considère qu'il y a un triptyque qui est incontournable. Mais incontournable pour tout le monde. Vous, moi, les métiers, etc. Qui est acculturation. Donc ça veut dire, en gros, savoir comment fonctionne le moteur, sans forcément connaître l'algorithme par cœur, mais savoir c'est quoi l'algorithmie. Là-dessus, je suis très proche d'Hubert Guillot, par exemple. Qu'on a reçu aussi à Parlez-moi d'IA. C'est un copain, on a beaucoup travaillé ensemble. Donc la question de l'acculturation. Deuxième point, la formation dédiée et dynamique, formation continue. C'est-à-dire que c'est vraiment important de faire de la formation, en particulier sur l'IA générative, parce qu'on a parlé beaucoup d'IA générative. On n'a pas parlé de deep learning, on n'a pas parlé d'IA supervisée, etc. Ça demande encore un peu de code tout ça. Oui, tout à fait, ouais. Puis je pense que les gens n'étaient pas forcément prêts, n'avaient pas le niveau, entre guillemets, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, mais ce qu'ils ont vu, et là où ils ont compris l'IA, c'est avec l'arrivée de l'IA générative. Et donc cette question de la formation, elle est vraiment importante. Il faut apprendre à prompter, il faut apprendre à dominer la bête, mais en lien avec son métier. Il y a un troisième pilier qui pour moi est essentiel et qui est souvent oublié, c'est les réseaux d'entraide, c'est les réseaux de pair à pair. C'est ce qui fait que ça. Et ça n'empêche pas de revenir ensuite sur de la formation. Mais quand on a des questions, il faut être entouré. Vous savez, moi je suis aidant dans la vie, à titre personnel. J'ai une fille qui a des problèmes, voilà. Vous êtes à poil face à ces problèmes-là. Et en fait, c'est à partir du moment où vous rentrez dans des réseaux de pair à pair, et vous commencez à voir avec qui vous pouvez travailler. Parce que vous n'êtes pas le sauveur, vous pouvez juste accompagner. Là, c'est pareil. Vous citiez d'ailleurs une citation de Dominique Cardon sur... Oui, moi j'adore cette citation, c'est s'il est important d'apprendre à coder, il était essentiel de savoir décoder. Bon, un petit clin d'œil pour Dominique Cardon alors. Merci beaucoup Thierry, merci. De rien, avec plaisir. Là les amis, une petite incise, mon gros problème c'est que je n'arrive à trouver que des hommes pour parler d'IA sur le salon Big Data et IA. Donc je vais essayer de trouver... des femmes qui peuvent aussi nous parler d'IA. J'espère que ça va pas être plus dur que ça quand même. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Roxane Depeau, VP Marketing Growth au sein d'Obsidia, une start-up qui fait de l'intelligence artificielle sur de la documentation scientifique et technique. Donc en fait, c'est un produit qui vient indexer et récupérer des bases de données scientifiques avec quel type de contenu en fait ? Alors nous, on récupère les articles scientifiques et les brevets et les revues scientifiques pour fournir plus d'informations, faciliter l'accès à l'information aux personnes qui travaillent au quotidien avec de l'information scientifique. Vous êtes une interface pour les gens qui font des recherches et l'IA aide à indexer ces contenus et à donner des résultats sur ces contenus, mais de manière sourcée, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Nous, on fait très attention à la source du document qu'on va venir apporter dans les livrables parce que c'est la clé pour ces personnes qui travaillent avec de l'information scientifique. Ce que ChatGPT et les LLM traditionnels ont du mal à faire. Aujourd'hui, ils hallucinent et les rendus ne sont pas sourcés, tandis que pour des scientifiques, c'est très important d'avoir des informations et de les sourcer pour pouvoir les vérifier par la suite. Et du coup, ces sources, elles sont libres de droit ? Oui, elles sont libres de droit, mais on donne aussi accès aux articles payants, par exemple, et on laisse libre choix à nos utilisateurs de pouvoir cliquer et les payer par eux-mêmes pour ensuite les intégrer à notre application et faire fonctionner toute notre fonctionnalité d'IA sur leurs documents, les PDF, les full text. Et donc vous avez deux types de solutions, une solution générique et une solution qui est adaptée, c'est ça ?
On a une solution SaaS avec des fonctionnalités d'IA sur les corpus de documents scientifiques et on propose des solutions sur mesure aux entreprises qui ont des problématiques ciblées sur des documents complexes avec un lexique complexe et énormément de contenu. Et on leur propose des solutions pour pouvoir faciliter l'accès à cette information, le knowledge management et la gestion des connaissances en entreprise. Génial, merci beaucoup Roxane, on vous retrouve sur obsidia.com. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour Jean-Philippe, je m'appelle Léo Cohen et j'ai cofondé Certifia. Alors qu'est-ce que vous venez faire au salon du Big Data et de l'IA? Alors Certifia, on est un organisme de formation. On accompagne les entreprises dans la démocratisation de l'usage de l'IA au sein de leurs collaborateurs et on est venu au salon Big Data et IA parce que je pense que c'est un peu notre place en ce moment, ces lieux un petit peu incontournables au cours desquels on peut rencontrer l'écosystème. Et du coup, bon, il y a des formations sur l'IA, maintenant il y en a, ça y est, depuis un an ça commence à venir. Qu'est-ce que c'est votre manière de vous différencier? C'est quoi la spécificité de Certifia sur ce sujet? On travaille énormément par vertical métier. On travaille sur l'impact qu'on a au cours de nos sessions de formation, c'est pour ça qu'on est à 100% en présentiel. On personnalise nos interventions grâce à un audit en amont qui nous permet de concevoir un programme de formation sur les tâches chronophages et les cas d'usage précis que rencontre une équipe. Oui, vous commencez par vous insérer dans l'entreprise, bien comprendre ses process par métier, et une fois que vous avez fait ça, vous essayez d'identifier les cas d'usage que vous allez pouvoir mettre en œuvre avec l'IA générative notamment, et vous identifiez les possibilités de formation. C'est comme ça que ça se passe? C'est exactement ça, et on a la chance pour le faire de travailler avec des experts formateurs en IA qui ont souvent des doubles casquettes entre IA et une compétence clé. Pour ne pas la citer, par exemple les experts comptables, on a co-créé des programmes de formation avec des experts IA qui ont justement une formation en comptabilité, et on fait ce parcours de formation avec différentes verticales métiers. On le fait pour les cabinets d'avocats, les entreprises RH ou marketing. Comment on sait que la formation s'est bien passée? Comment on sait que la formation elle a porté ses fruits? À J+30, après nos interventions, on se retrouve avec les personnes concernées, les responsables d'équipe, les dirigeants, justement pour aller mesurer ces KPI sur l'impact qu'on a eu sur les sessions de formation, sur le temps gagné, sur l'économie de personnes mobilisées sur des tâches. Donc dans votre premier audit de démarrage, vous établissez déjà des objectifs, les objectifs que doivent potentiellement atteindre la formation, c'est ça? C'est exactement ça. Concrètement, sur nos interventions, ce qu'on attend, c'est un avant-après. Et c'est ce qu'on vient mesurer avec les équipes avec lesquelles on travaille. Génial, bah écoutez, merci beaucoup pour ce partage. À bientôt. À bientôt. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Alexandra André, je suis directrice de la French Tech Grand Paris. Et du coup, vous venez au salon Big Data et IA, parce que c'est the place to be pour l'IA, c'est ça? Alors complètement, le salon Big Data IA, ça fait déjà quelques années qu'il est là, il prend de l'ampleur d'année en année. La preuve, c'est qu'il a changé d'endroit pour la première année, et si on veut voir l'ensemble de l'écosystème et bien comprendre, il faut venir là. Et qu'est-ce que vous faites en fait ici? Vous venez présenter des nouveautés de la French Tech? Alors je viens déjà ici voir une partie de nos membres et acteurs de l'écosystème. Ensuite, je viens voir les organisateurs du salon pour mieux collaborer avec l'écosystème au sens large, puisque c'est notre rôle. Et puis la troisième chose, c'est que je viens parler aussi d'un track IA qu'on est en train de lancer à la French Tech Grand Paris. C'est quoi un track IA? C'est une sorte de groupe de travail, c'est ça? Exactement, donc on lance un groupe de travail autour de l'IA en partenariat avec le Hub France IA, Microsoft qui devient partenaire avec nous sur ce sujet, et le cabinet Wavestone qui va nous accompagner pour sortir des livrables par la suite en amont du AI Summit qui aura lieu en février. C'est un groupe de réflexion autour de l'IA. Vous vous êtes donné quoi comme objectif dans ce groupe de travail et de réflexion? On va lancer 2 nouveaux groupes, un autour des grands comptes et ETI, pour comprendre comment ils implémentent aujourd'hui l'IA dans leur groupe, quels sont les métiers qui l'utilisent le plus ou qui vont être prioritaires, comment ils arrivent à onboarder leurs équipes, comment les équipes ne s'opposent pas à l'IA. Et puis on en a un deuxième qu'on va monter avec les fonds d'investissement, où là on aimerait sortir un référentiel pour que les startups comprennent mieux ce que regardent les fonds quand ils investissent dans des startups, quelles métriques, est-ce que c'est vraiment le product qui prime aujourd'hui ou l'équipe, quelle verticale sectorielle est plutôt regardée, et que ce soit un peu plus compréhensible par l'écosystème, parce que c'est un peu compliqué quand même en ce moment de comprendre tout ça. Et ce groupe de travail, il commence quand?
Alors là, on est en train de constituer, on est en train d'aller chercher les grands groupes pour les onboarder dessus. On en cherche 10-15. Alors souvent, ceux qui lead la data et IA au sein de ces grands groupes, mais ça peut être aussi l'innovation. Et les fonds d'investissement, pareil. Donc on aimerait en fait le démarrer le plus vite possible pour que les livrables sortent vraiment juste en amont du AI Summit au mois de février. Bon, bah, merci beaucoup. En plus, c'était un scoop que vous nous offrez là, c'est ça? Alors vous êtes les premiers effectivement à qui je le pitch, donc j'espère que mes partenaires ne m'en voudraient pas si j'ai mal pitché, mais je ne pense pas. Ça va faire le tour de la planète depuis Parlez-moi d'IA. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Joëlle Lautré, je suis responsable d'une équipe connaissances clients et data science chez Bouygues Télécom. Et qu'est-ce que vous venez faire au salon Big Data et IA Paris? Alors on vient partager lors d'une expérience les retours sur notre outil d'IA générative qu'on a mis en place. C'est un self-service analytics. Et on vient aussi s'inspirer des autres conférences et des stands. C'est quoi un self-service analytics? En fait, c'est utiliser l'IA générative pour pouvoir interroger nos bases de données en langage naturel sans avoir besoin d'expertise data. D'accord, donc en fait, j'ai plus besoin de connaître SQL pour faire des requêtes dans des bases de données complexes. Je peux lui parler naturellement en lui demandant des choses tout à fait basiques et il va comprendre ce qu'il doit aller chercher dans les bases de données. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est un peu comme on parle à ChatGPT, sauf qu'au lieu de répondre en français, il répond avec des calculs et des chiffres qui répondent à votre question. Donc là, vous venez faire une conférence sur ce sujet. C'est quoi les points clés là, que vous allez partager lors de cette conférence? Comme ça, on les aura avant tout le monde. En fait, on va expliquer un petit peu la démarche. La première, c'est la qualité de la donnée. Ça, on l'a dit dans beaucoup de conférences et on va le redire. Et après, c'est surtout d'arriver à créer un outil qui ne soit pas multifonction. C'est-à-dire qu'en gros, on va découper les étapes pour pouvoir être sûr et certain de chaque résultat d'étape. Et en fait, c'est cette démarche qui est intéressante à partager. Puis aussi, tous les écueils et tous les obstacles qu'on a eus, les échecs, avant d'arriver à avoir un outil qui fonctionne. Et c'est beaucoup de temps de test, justement, une fois que vous avez commencé à poker ce dispositif, vous avez mis beaucoup de temps et beaucoup d'utilisateurs derrière l'ordinateur pour tester? Non, on a fait ça du coup en interne dans notre équipe avec les compétences de nos data scientists et puis leur connaissance des bases de données. Et en fait, le plus compliqué, ça a été en fait d'utiliser les outils qu'on avait à disposition pour construire cette démarche. Et en plus, on a des outils qui évoluent très vite. C'est-à-dire que ce qu'on était capable de faire avec un ChatGPT 3.5, aujourd'hui, on fait beaucoup mieux avec un 4, avec un O, etc. Merci beaucoup et puis bon courage pour cette conférence. Merci. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Jacopo Poli, je suis directeur technique chez Layton. Ah, Layton, on connaît nous. On a reçu Laurent Daudet pour sa BD Dream Machine. Dites-moi, vous venez faire quoi sur ce salon Big Data et IA? On est venu présenter les concepts d'agent et comment on va développer les futurs de l'agent dans les prochains mois dans Paradigm, qui est notre produit qu'on développe chez Layton pour les grosses entreprises. Oui, vous sortez d'une conférence où vous avez parlé des 3 générations de l'IA générative. C'est quoi les 3 générations là, de l'IA générative? On a vu une première génération avec juste les modèles qui étaient utilisés pour rédiger des emails, du copywriting pour des sites web. Après, on a vu passer le RAG, Retrieval Augmented Generation, donc générer des réponses à partir des sources dans des bases documentaires. Et là, maintenant, la 3e génération a automatisé des workflows plus complexes, à plus haute valeur ajoutée pour des tâches qu'on peut trouver dans les entreprises. Où en fait on orchestre des agents qui viennent faire différentes tâches, qui s'organisent pour les faire au fur et à mesure, qui s'organisent un peu tout seul, c'est ça? Finalement, Layton, il n'y a pas que O1 qui sait faire ça, Layton sait le faire aussi? Oui, au moins pour les grosses entreprises, notre focus est vraiment sur le marché enterprise. Ce qu'on veut attendre est donner un copilot à tous les employés des entreprises et pas juste avoir un développeur copilot, mais vraiment donner un copilot à tout le monde pour exécuter les tâches du quotidien. Oui, ce que vous disiez, c'est que finalement les agents, ils savent qui fait la question, qui construit la question, et ils profilent du coup la réponse en fonction de la personne qui est en train de composer la question, c'est ça? Oui, l'idée est de donner toujours du contexte à l'agent sur la personne qui est en train de poser la question, de donner la tâche à exécuter, de façon que l'agent puisse choisir quoi faire selon le contexte. Et donc si c'est quelqu'un qui est dans l'équipe marketing ou quelqu'un dans l'équipe développement par exemple, le workflow qui va être généré sera adapté au rôle de l'employé de l'entreprise. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je suis David Touma, cofondateur d'Open Data Soft, dont je suis le responsable technique et produit.
Alors c'est quoi Open Data Soft? Quel est le produit qui est derrière Open Data Soft? Eh ben, chez Open Data Soft, notre vision, c'est la démocratisation de l'accès aux données. Et donc pour ça, on construit une solution de portail de données en SaaS qui permet à nos clients de construire des portails Open Data, des portails d'échange de données au sein d'un écosystème ou des portails data d'entreprise, des data marketplace d'entreprise. Vous êtes la brique entre les systèmes d'information métier et derrière toutes les réutilisations qui peuvent exister en data. C'est ça ou pas? C'est exactement ça. Nous, notre sujet, c'est de toucher tous les utilisateurs de l'organisation ou tous les utilisateurs grand public. Donc, naturellement, vous venez au salon du Big Data et de l'IA pour présenter les nouveautés de la solution, parce qu'il y en a chaque année des nouveautés. C'est quoi la nouveauté de cette année? Il y a un an, on s'est vraiment posé la question, lors de l'émergence des nouveaux modèles, des modèles LLM, de ce qu'on pouvait en faire et de comment ça pouvait nous servir. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on ne va pas faire de l'IA pour faire de l'IA, on va faire de l'IA utile au service des utilisateurs de la plateforme, qu'ils soient consommateurs de données ou producteurs de données. Comment ça peut leur être utile l'IA générative à vos utilisateurs? Alors, il y a l'IA générative et il y a l'IA au sens large. Donc on propose aujourd'hui 3 fonctionnalités, enfin depuis un peu moins d'1 an, on propose 3 nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Une fonctionnalité de recherche sémantique, donc basée sur des modèles vectoriels. On utilise la technologie d'embedding, le calcul d'embedding avec des modèles vectoriels qui permet de proposer aux utilisateurs une recherche qui dépasse les contraintes de la recherche lexicale. Donc là, ce qui est intéressant pour nous, c'est la capacité de l'IA, la capacité du modèle à comprendre l'intention de l'utilisateur. Et finalement, l'utilisateur, quand il pose sa question, quand il recherche un jeu de données, quand il recherche un asset, il n'a pas besoin de connaître par cœur le glossaire métier de son entreprise. La deuxième fonctionnalité, c'est la suggestion de jeux de données similaires, puisque évidemment, sur le même principe, une fois qu'on a identifié un jeu de données, on peut aller chercher les jeux de données similaires. Et enfin, puisque tu m'as posé la question d'IA générative, la troisième fonctionnalité, c'est l'exploration d'un jeu de données avec l'IA. En langage naturel. En langage naturel, et donc la capacité pour l'utilisateur de poser des questions à son jeu de données et de demander génère-moi une carte, génère-moi un graphique sur telle et telle dimension présente dans le jeu de données, et derrière un système qui va combiner l'IA, les capacités du LLM à comprendre, interpréter la requête, à la reformuler de manière structurée. Et derrière cette reformulation, nous on va l'utiliser dans nos systèmes pour générer des vises qui sont pertinentes, pour limiter le niveau d'hallucination de l'ensemble. Et ça donne un truc plutôt pas mal. Et derrière, la visualisation, elle peut être repartagée, elle peut être téléchargée, on peut en faire plein de trucs. Vous avez développé un modèle pour ça ? Alors certainement pas, il n'y a que 10 boîtes dans le monde qui savent faire ça. Donc nous, notre sujet, c'est de réutiliser des modèles qui existent, des modèles du marché. On a commencé à travailler avec OpenAI au début, évidemment, c'était les meilleurs, ils étaient sur le marché, ils proposaient une API simple, un modèle économique simple. Mistral est arrivé sur le marché, on a plein de clients qui sont très attachés à la dimension souveraine. Donc bim, on est parti sur Mistral. Et ce faisant, finalement, on a construit une approche multimodèle. Et donc l'un de nos gros sujets du moment. C'est quoi une approche multimodèle, s'il te plaît, David ? Une approche multimodèle, c'est finalement se dire, nous on propose des fonctionnalités à nos clients, des fonctionnalités basées sur l'IA, mais finalement cette IA, elle peut être motorisée par n'importe quel type, par n'importe quel modèle de données, pourvu qu'il ait les bonnes caractéristiques. Et donc l'idée, c'est de donner le choix au client d'une modèle qu'il va utiliser et d'aller jusqu'à lui proposer d'utiliser son propre modèle. Le modèle qu'il aura lui-même entraîné, s'il a les capacités de le faire, ou fine-tuner. Et donc d'utiliser un modèle métier qui est entraîné avec les bons concepts métiers et qui du coup va rendre les tâches qu'on demande à l'IA sur le portail de données encore plus pertinentes. Bon, parfait, merci beaucoup David pour tout ce partage et puis bonne fin de salon. Merci Jean-Philippe. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, moi je suis Blanca, je m'occupe de la partie marketing chez Giscard. Giscard, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une solution pour tester les modèles de l'IA génératif. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de trouver les risques de conformité, de qualité et de sécurité des modèles de l'IA. Donc je développe un modèle dans mon entreprise et vous me fournissez le moyen de vérifier qu'il ne va pas dire n'importe quoi ? Tout à fait, c'est ça. On va vérifier qu'il n'y a pas d'hallucination, qu'il n'y a pas de biais éthiques ou qu'il n'y a pas de problèmes de fuite de données, c'est ça, tout à fait. Et du coup, vous avez des jeux de données de test de tout ce qui pourrait faire déraper un modèle, c'est ça ? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer de façon automatique des datasets. Donc, ces datasets, ils vont reprendre, par exemple, votre knowledge base. Et du coup, ça va permettre de créer des exemples qui sont vraiment liés à votre use case.
on va créer vraiment des tests qui sont spécifiques à votre use case. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. C'est l'heure de conclure. J'espère que ce tour d'horizon absolument pas exhaustif, partiel et partial vous a plu. On se retrouve bientôt en studio, au chaud, au calme, avec un invité qui ne parlera que de lui pendant une demi-heure. Allez, à bientôt.